Depuis Pythagore, on connaît la relation entre la longueur d'une corde vibrante et la hauteur du son émis. Cette loi acoustique explique la curieuse répartition des touches noires du clavier qui laisse un vide entre Mi et Fa et entre Si et Do, intervalle réduit à un demi-ton au lieu de 2. Comment cela se fait-il? Alors, pour partir de la base, la construction des gammes se fait en prenant une note. Alors, on va prendre le Do. Et dans la théorie ancienne, à l'époque de Pythagore, on avait déjà noté que à partir d'une note, on peut fabriquer la note qui se trouve à l'octave. Il suffit de prendre une corde et de la faire vibrer en la divisant en deux. On peut aussi fabriquer la note qui se trouve à la quinte. Il suffit de diviser la corde en trois. Et donc, à partir de ça, on peut construire déjà une structure musicale avec, à partir du Do, je vais prendre sa quinte, donc Sol. Ensuite, à partir du Sol, je peux prendre également la quinte. Alors, elle va se trouver au-dessus du Do qui est à l'octave. Donc, on va la ramener à l'octave inférieure, la quinte du Sol, donc ça donne le Ré. Puis, le Ré, on va prendre sa quinte, donc ça donne le La. Le La, on va prendre sa quinte qui est le Mi, mais on va la ramener à l'intérieur de l'octave, donc ça donne le Mi qui est là. Le Mi, on va prendre sa quinte, ça donne le Si. Et là, on voit que le Si, il est assez proche du Do qui se trouve à l'octave, et on a ici un intervalle de demi-ton. On peut continuer à prendre des quintes, évidemment. Si on prend la quinte du Si, ça va donner le Fa dièse qui est là, et si je le ramène ici, il va se trouver entre le Mi et le Sol. Mais pour compléter la gamme diatonique, on va plutôt prendre la quinte dans l'autre sens, c'est-à-dire la quinte inférieure du Do, que je vais ramener dans l'octave, et ça donne le Fa, avec de nouveau un demi-ton. Alors c'est ça la gamme diatonique complète. Et puis si maintenant je veux placer d'autres notes, alors on avait parlé du Fa dièse, donc je vais le placer entre le Fa et le Sol, mais ça devient les touches noires du clavier. Ensuite, la quinte du Fa dièse, c'est le Do dièse que je vais ramener dans l'octave ici. Et on a les 5 touches noires du clavier, 2 plus 3, qui complètent les 7 touches blanches. Alors je reprends la suite donc des intervalles de la gamme diatonique, c'est-à-dire les touches blanches du piano. Alors on a vu que c'était 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Alors, l'une des propriétés essentielles de cette répartition, elle peut s'exprimer en calculant ce qu'on appelle les mots cumulés. Alors, donc ça, on va considérer que c'est un mot dont les lettres sont les chiffres 2 et 1, un mot sur l'alphabet 2, 1. Et à partir d'un mot comme ça, on peut cumuler les lettres en faisant la somme de deux chiffres successifs. Donc ici, 2 plus 2, ça donne 4. 2 plus 1, ça donne 3. Et ce qu'on voit apparaître, c'est donc un nouveau mot dont les symboles sont des entiers, qui a la même propriété que le précédent, c'est-à-dire qu'il est constitué de seulement deux entiers différents. Ici, c'était 2 et 1, là, c'est 3 et 4. Et ces deux entiers sont consécutifs. Donc ici, c'était 2 et 1. Là, c'est 3 et 4. Et si j'itère le procédé, c'est-à-dire si, au lieu de prendre la somme de deux éléments consécutifs, je prends la somme de trois éléments consécutifs, ça fait donc 2 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Et ici, on a donc de nouveau deux entiers consécutifs qui sont 5 et 6. Si l'on additionne k entiers successifs dans le mot 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, on trouve toujours deux valeurs différentes et consécutives, quelle que soit la valeur de k inférieure à la longueur du mot. Ainsi, tous les intervalles de la gamme diatonique ne peuvent prendre que deux formes différentes appelées
mineur ou majeur pour la seconde, la tierce, la sixte et la septième, juste ou augmenté pour la quarte, diminué ou juste pour la quinte. Je peux ensuite, évidemment, itérer, et c'est évident qu'une fois que le k est égal à la longueur totale du mot, c'est-à-dire 7, puisqu'il y a 7 entiers à l'intérieur de ce mot, et ben, à ce moment-là, une fois qu'on prend k égale 7, et ben, on obtiendra un seul entier qui sera égal tout simplement à la somme des nombres du mot, c'est-à-dire 12. Voilà. Et ça, c'est une propriété fondamentale de cette répartition, c'est ce qu'on appelle un mot maximalement réparti. Alors pourquoi on dit mot maximalement réparti? Parce que la manière dont sont disposés les 2 et les 1 au départ joue un rôle déterminant dans le fait qu'on obtiendra à chaque fois seulement 2 entiers consécutifs. On va regrouper les 1 d'un côté, et puis on met les 2 après. Alors si je fais le même procédé, c'est-à-dire que je calcule les mots cumulés, eh ben, je vais donc faire 1 plus 1, ça donne 2. Ensuite, je vais faire 1 plus 2, ça donne 3. Ensuite, 2 plus 2, ça donne 4. Et là, je m'arrête, parce que là, ça ne marche pas. On voit apparaître 3 entiers consécutifs, 2, 3, 4, et donc on n'a pas la propriété. Donc c'est la propriété d'être maximalement répartie, elle est caractéristique de la manière dont est organisée la gamme des touches blanches du clavier. Alors par contre, si on prend les touches noires, c'est ce qu'on appelle la gamme pentatonique. Alors c'est les intervalles 2, 3, 2, 2, 3. Alors si on prend les mots cumulés, donc 3 et 2, ça donne 5. Et donc on a bien la propriété d'être maximalement réparti pour la gamme pentatonique, constituée de 5 entiers, dont tous les mots cumulés ne contiennent que 2 entiers consécutifs. Ce qu'on a vu sur les gammes, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant en musique, c'est qu'on le retrouve sur les rythmes. Alors, je vais montrer un exemple que j'ai recueilli sur le terrain avec un collègue à Madagascar, parce que j'ai pas mal travaillé à Madagascar. Et donc, sur la vidéo que vous voyez là, c'est une danse traditionnelle de la troupe du musicien Manidji, qui est le danseur principal, et on va passer l'extrait. Écoutez bien ce que font les tambours joués par les femmes, puisque c'est eux qui vont jouer la formule rythmique qui correspond, qui donne un équivalent des gammes qu'on a analysées tout à l'heure. Et puis il y a une autre chose dont on va parler, c'est le hochet, donc qui se trouve tout à fait à la gauche de l'écran. Parce que ce rythme de hochet, on va aussi en dire quelques mots. Et puis on remarque aussi qu'il y a plusieurs personnes qui frappent dans les mains, et ces personnes qui frappent dans les mains donnent la pulsation, qui est donc la base métrique sur laquelle est organisé ce rythme. Je vais montrer maintenant une transcription de ce qu'on vient d'entendre.
Et en plus, j'ai ralenti le son, donc on va pouvoir bien percevoir ce qui se passe rythmiquement. En haut, vous voyez la transcription de la partie jouée par les femmes sur les tambours. Alors, elles jouent des coups réguliers, mais elles mettent des accents, et elles distribuent les accents selon la répartition 2, 2, 3, 2, 3, et donc c'est exactement comme les touches noires du clavier. Donc on a un équivalent sur le plan du rythme de ce qu'on avait observé tout à l'heure dans l'organisation de la gamme. Et puis alors, j'ai marqué aussi en dessous la transcription de ce que fait le hochet, parce que c'est très particulier. J'ai indiqué en bas la pulsation qui est donc frappée par les mains dans certaines personnes dans le groupe. Donc c'est les petits tirets verticaux qui sont indiqués tout en bas. Et au-dessus, juste au-dessus, j'ai marqué la partie de hochet. Et la partie de hochet, elle fait des subdivisions de cette pulsation par 3. Il y a 3 subdivisions. Mais la particularité, c'est que l'accent ne tombe pas sur la pulsation, il tombe sur la subdivision qui se trouve juste après. Voilà. Et donc ça donne ce rythme très particulier et très dansant, caractéristique de ces musiques malgaches et qu'on retrouve aussi dans bien d'autres régions en Afrique. La séquence rythmique qu'on vient d'entendre dans la danse malgache, on va l'analyser de la manière suivante. Je vais commencer par représenter la pulsation. Alors je vais le faire avec des tirets verticaux, avec les subdivisions. Donc on a vu que la pulsation est subdivisée en 3, donc entre 2 pulsations, il y a 3 subdivisions. Et je vais commencer par indiquer la partie qui était jouée par les tambours, donc ce fameux rythme 2-2-3, 2-3 qui correspond aux touches noires du clavier. Donc on avait un premier accent qui tombait ici sur la pulsation, puis un deuxième qui tombait là, et ça correspond à un 2, puis un autre 2, 2-2-3, 2-3, hein, donc il y a de nouveau ensuite un accent ici pour faire le deuxième 2, puis il y a un 3, donc on laisse passer 3 subdivisions, et on va là, 2, 2, 3. Ensuite, il y a un 2 qui tombe là, et puis il y a un 3 qui correspond exactement à la dernière pulsation. Voilà le rythme qui était joué par les tambours, 2, 2, 3, 2, 3, et son positionnement par rapport à la pulsation et à ses subdivisions. J'ai aussi parlé de la partie de hochet, et sa particularité au hochet, c'est qu'elle est systématiquement décalée par rapport à la pulsation. Donc on a les accents du hochet, au lieu de tomber sur les pulsations, tombent systématiquement sur la subdivision qui se trouve juste après. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un rythme contramétrique. C'est un rythme dont les accents tombent contre le mètre, si on peut dire, en dehors du mètre, le mètre étant représenté par la pulsation. Donc le hochet, dans ce rythme malgache, il est systématiquement contramétrique. La partie de tambour, avec ce rythme qui est l'équivalent de la gamme pentatonique, eh ben, il a la particularité qu'il est à la fois contramétrique et cométrique, c'est-à-dire que ça tombe à la fois en dehors et sur la pulsation. Voilà les coups qui tombent sur la pulsation, et puis ceux qui tombent en dehors de la pulsation. Et on voit qu'il y en a grosso modo le même nombre, c'est-à-dire que c'est équilibré entre des attaques sur la pulsation et des attaques en dehors de la pulsation. Et c'est ça qui donne le caractère très particulier de cette formule. Et les musiciens à Madagascar et en Afrique en général sont très friands de ce genre de rythme dans lesquels on a une sorte d'équilibre entre les appuis sur la pulsation et des frappes qui sont en dehors de la pulsation, qui donnent au rythme un caractère très rebondissant. Et puis, on n'a pas peur de la contramétricité, puisqu'il y a certains rythmes qui, eux, sont carrément systématiquement contramétriques, comme on l'a vu avec le hochet.
Le logiciel DJazz permet d'improviser de la musique. Les phrases calculées par l'ordinateur sont synchronisées avec les autres musiciens grâce à une battue manuelle sur une interface numérique. Mais comment battre la pulsation quand la musique est très contramétrique comme celle de Madagascar? On va regarder plus en détail ce qui se passe dans cet extrait d'improvisation de musique malgache avec ordinateur, et notamment en regardant plus en détail ce que fait le percussionniste Fabrice Thompson. On va écouter, alors j'ai ralenti là aussi un extrait, on va écouter d'abord juste la partie de percussion avec la basse sur lequel j'ai indiqué un clic qui donne la pulsation, et puis ensuite, je vais couper le clic et je vais mettre un autre clic qui n'est pas du tout le clic réel qui correspond à la musique, mais qui est un clic dans lequel les deux pulsations ternaires qui sont la vraie pulsation sont remplacées par trois pulsations binaires, selon l'égalité que 2 fois 3 c'est égal à 3 fois 2. Et cette manière de répartir une pulsation artificielle, si on peut dire, fera mieux apparaître ce que joue le percussionniste, parce que c'est ça qu'il fait en réalité. Et on verra qu'en particulier, les coups de Charleston renforcent le deuxième temps de cette mesure à 3 temps factice qui se superpose aux 2 temps ternaires de la musique. Ce qu'on a entendu dans le rythme que faisait le percussionniste dans la session avec ordinateur, c'est encore une autre forme de contramétricité qui est elle aussi très fréquente à Madagascar et en Afrique en général. Voilà ce que fait le percussionniste. Vous avez ici 2 pulsations qui se subdivisent en 3, et lui, il fait à la place un rythme, au lieu de faire un rythme donc à 2 temps ternaires, il fait un rythme à 3 temps binaire. 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 fois 3, il fait 3 fois 2. Et donc ça recommence ici. 1, 2, 3. Voilà. Et il fait donc un rythme à 3 temps à l'intérieur du rythme à 2 temps ternaires qui est la base. Et en plus, ce qu'on a entendu sur la pédale Charleston, c'est que à la manière du hochet dans le rythme de base, ce qu'il accentue, c'est non pas le début de sa mesure à 3 temps, mais c'est le deuxième temps.
Donc il reproduit en quelque sorte la contramétricité systématique du hochet, mais il le fait à l'échelle supérieure, si on peut dire, et avec ce rapport de 3 pour 2, c'est-à-dire que le 2 fois 3 du rythme ternaire est remplacé par un 3 fois 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émiole. C'est le fait de dire qu'on va remplacer le 2 fois 3, deux pulsations ternaires, par 3 fois 2. Alors je vais revenir à la formule qui était jouée tout à l'heure par les tambours des femmes, dont on a vu qu'elle ressemblait à la gamme pentatonique. Il y a une manière de la décrire mathématiquement. Alors d'abord, le terme qu'on utilise pour la désigner en ethnomusicologie, c'est l'imparité rythmique. Et il y a une manière de montrer comment on peut obtenir ces formules qui va justifier ce terme d'imparité qui est utilisé par les musicologues. Et pour le faire apparaître, on va représenter la séquence en la commençant par les 3. Alors, comme c'est joué en boucle, on peut évidemment commencer où on veut, et je vais donc commencer par un 3. Et donc je vais écrire la formule 3, 2, 3, 2, 2. Et je vais la factoriser en 2 parties. Les parties qui commencent par les 3. Et on va donner une construction qui permette de reconstruire les rythmes de ce type-là. Alors, ça consiste à manipuler des coupes de mots, puisque là, on a 2 mots finalement qui sont mis bout à bout. Alors, on va partir du mot vide que je vais représenter juste par un point. On a donc 2 fois le mot vide. Et il y a une première transformation qui consiste, à partir de ces 2 mots qui forment un couple, à inverser les 2 mots, donc à mettre le deuxième en première position et le premier en deuxième position. Et donc, alors ici, le mot vide donc, devient le mot vide en première position. Et celui qui est en deuxième position, on lui met un 2 devant. On rajoute un 2 devant. Alors, un 2 devant le mot vide, ça donne 2. Et on va appliquer cette transformation plusieurs fois. Donc là, celui-là, je le mets en première position. Et celui-là, je le mets en deuxième position, mais je mets un 2 devant. Alors, avec le mot vide, ça donne un 2. On l'applique encore une fois. Donc le 2 passe ici. Le 2 qui est là passe ici, mais on met un 2 devant. Et puis, on applique une deuxième transformation. Donc ça, c'est la première transformation qui est appliquée 3 fois. On en applique une deuxième qui consiste à laisser les 2 mots du couple dans leur position, mais à mettre un 3 devant. Et là, on voit qu'on obtient exactement les 2 parties de ce rythme asymétrique, 3, 2, 3, 2, 2, qui sont obtenus par cette construction. Et cette construction donne bien les rythmes en question, avec une condition nécessaire et suffisante, qui est que le nombre de fois où on applique la transformation sur les 2 est un nombre impair. Donc là, ici, on l'a appliqué 3 fois. Et donc, c'est ça qui justifie l'utilisation du terme imparité rythmique, qui est utilisé en ethnomusicologie. Pour terminer, je vais montrer d'autres propriétés très intéressantes et profondes de la répartition des notes dans la gamme. Je vais repartir pour ça de la succession des notes, mais au lieu de la représenter à partir de Do, je vais la représenter à partir du Fa, puisqu'on a vu que pour remplir la gamme diatonique des touches blanches, il fallait en réalité partir de la note Fa et produire toutes les quintes successives à partir de cette note Fa. Donc je vais partir de Fa, et je vais représenter la succession des notes. Donc Fa, Sol, La, Si, Do, toutes les notes de la gamme, les touches blanches du clavier, Do, Ré, Mi, et puis le Fa à l'octave. Bon, c'est ce qu'on appelle le mode lydien.
c'est-à-dire c'est les touches blanches du clavier, mais représentées à partir du Fa. Et je vais m'intéresser aux intervalles, donc c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais cette fois je vais les désigner par des lettres au lieu de les désigner par les chiffres 1 et 2. Le ton, on va l'appeler A, donc A c'est le ton, et puis on va appeler B le demi-ton. Donc on a A, La, Si c'est un ton, Si, Do c'est le demi-ton, ensuite un ton, et puis de nouveau un demi-ton. Voilà, on a donc la succession A, B, A, B. Alors, ce mot, là c'est donc un mot sur l'alphabet AB, il y a une autre manière très intéressante de le représenter, et pour ça, on va considérer, on avait vu tout à l'heure qu'on avait 12 notes 12 touches dans le clavier, en comptant les touches blanches et les touches noires, et parmi elles, il y avait 7 touches blanches, et donc on va se placer modulo 7, et si on prend le 12 modulo 7, 12 modulo 7, c'est égal à 5. Et ensuite, on prend la différence entre 7 et 5, et ça donne 2. On va prendre 5 unités horizontalement, 2 unités verticalement. Voilà, donc on a 5 et 2. Je trace la droite diagonale, et je vais procéder de la manière suivante. Quand j'ai un déplacement horizontal, je place un A, et quand j'ai un déplacement vertical, je place un B. Mais là, je ne peux pas tout de suite avoir un déplacement vertical, puisqu'il y a la diagonale qui me bloque, donc je continue d'avancer avec des A. Là, c'est encore le cas. Là, par contre, je peux me déplacer verticalement. Là, je vais de nouveau horizontalement, et verticalement. Et ce qu'on obtient, c'est exactement le mot A, B, A, B. C'est exactement le mot qui définit les intervalles dans le mode lydien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le fait de fabriquer un mot de cette manière-là, à partir d'un quadrillage et d'une diagonale, en faisant les déplacements horizontaux et verticaux, c'est ce qu'on appelle un mot de Christoffel. Alors ça a plein de propriétés très remarquables. Je vais en donner une. Si on enlève le premier symbole et le dernier symbole, eh ben, le mot qui reste, on s'aperçoit que c'est un mot symétrique. On appelle ça un mot palindrome. C'est-à-dire qu'on peut le lire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ça donne la même chose. Donc si je le recopie, A, B, A, B. J'enlève le premier symbole et le dernier, et la partie qui reste, c'est un mot palindrome. Le mode lydien qu'on vient de représenter, donc c'est-à-dire la gamme, les touches blanches du clavier, mais prises à partir du Fa, je peux aussi revenir au mode d'engendrement qu'on avait décrit tout au début, à partir des quintes, et je vais donc partir du Fa. Et au lieu de représenter les notes dans l'ordre des notes qui se suivent conjointement, je vais les représenter dans l'ordre du cycle des quintes. Donc après le Fa, je vais mettre le Do, ensuite le Sol, le Ré, La, Mi, Si, et puis après je reviens à Fa, mais à l'octave. Et je vais définir des nouveaux intervalles qui sont donc soit les quintes, comme c'est le cas ici, soit on avait vu au début que pour fabriquer les touches blanches du clavier, on prenait des quintes, mais qu'on les ramenait parfois à l'octave quand ça sortait de l'octave. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on prend une carte
descendante au lieu de prendre une quinte ascendante que je vais noter par un Y. Donc le X, c'est la quinte ascendante, et le Y, c'est la quarte descendante. Alors ensuite, le Sol Ré, c'est une quinte, Ré La, c'est une quarte, La Mi, c'est une quinte, Mi Si, c'est une quarte descendante, et puis Si Fa, c'est encore une quarte descendante. Enfin, en l'occurrence, c'est une quarte augmentée ou une quinte diminuée, mais c'est un intervalle descendant. La chose qui est très étonnante, c'est que ce mot-là est de nouveau un mot de Christoffel, et pour le faire apparaître, il faut tracer le quadrillage, et on va le faire de la manière suivante. Tout à l'heure, on avait vu que c'était un quadrillage de 5 unités horizontalement et 2 unités verticalement. Eh bien, on va remplacer le 5 et le 2 par leurs inverses modulo 7. Alors, l'inverse modulo 7 du 5, c'est 3. Alors pourquoi c'est 3? Parce que si on multiplie 3 par 5, ça donne 15. Et 15, c'est bien égal à 1 modulo 7. Puisque c'est 2 fois 7, ça fait 14. Et puis le 2, son inverse modulo 7, c'est le 4. Pourquoi? Parce que 2 fois 4, ça donne 8, qui est aussi égal à 1 modulo 7. Voilà. Et donc, à la place du 5 et du 2, on va considérer le 3 et le 4, et on va donc faire de nouveau un quadrillage avec la diagonale. Et c'est le même principe. Alors cette fois, au lieu de raisonner avec A et B, on va raisonner avec X et Y. Donc là, je me déplace horizontalement, ça fait X. Je peux me déplacer verticalement, donc je fais Y. Là, je me déplace horizontalement, ça fait X. Je peux me déplacer verticalement, ça fait Y. Je me déplace horizontalement, ça fait X. Et ensuite, 2 fois verticalement, ça fait Y et Y. Et ce qu'on obtient, c'est exactement la succession des quintes ascendantes et des quartes descendantes dans cette représentation des notes, X, Y, X, Y, X, Y, Y. Voilà. Et on a bien la même propriété des mots de Christoffel, c'est-à-dire que si on enlève la première et la dernière lettre, donc si j'enlève le X initial et le Y terminal, eh ben, on obtient de nouveau un mot symétrique, c'est donc ce qu'on appelle un mot palindrome. Y, X, Y, X, Y. Voilà, donc ça c'est une propriété tout à fait étonnante qui a été découverte récemment, qui relie l'ordre normal des touches blanches du clavier avec l'ordre qui permet de les générer par des cycles de quintes, avec les mots de Christoffel. Et donc c'est très étonnant de voir que ces notions anciennes connues depuis Pythagore pour générer l'ensemble des notes à partir du cycle des quintes correspondent en fait à des notions en théorie des mots, dans ce qu'on appelle la combinatoire des mots. D'une manière générale, la combinatoire des mots, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés qu'on peut développer à partir des objets que j'ai présentés, s'avère être un champ extrêmement riche pour approcher la musique. L'idée de base, c'est que les symboles qui se succèdent dans un mot correspondent à la succession des événements dans une séquence musicale. Et le fait d'exploiter cette analogie permet de révéler des propriétés musicales tout à fait passionnantes à l'aide des outils très puissants de la combinatoire des mots.